Changer de fournisseur d'armes, est-ce vraiment gagner en liberté ou simplement troquer une dépendance contre une autre? Cette question, qui paraît abstraite, prend aujourd'hui une dimension brûlante pour de nombreux pays africains et tout particulièrement pour le Burkina Faso. Pour mieux comprendre l'enjeu, plongeons dans l'actualité récente. Le Burkina Faso a ouvert des discussions avec les Émirats arabes unis afin d'acquérir du matériel militaire aérien. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large, une vague panafricaine où de plus en plus de nations cherchent à s'affranchir de leurs anciennes puissances tutélaires et à redéfinir leur souveraineté. Mais cette quête d'autonomie est-elle réelle? Ou bien n'est-ce qu'une illusion, masquée par le jeu complexe des alliances et des intérêts extérieurs? Prenons un exemple concret. En 2023, le Mali, voisin du Burkina Faso, a lui aussi cherché à diversifier ses partenaires en matière de défense. Après avoir rompu une partie de sa coopération militaire avec la France, le pays s'est tourné vers la Russie pour acquérir des hélicoptères et des systèmes de défense. Pourtant, quelques mois après la signature de ces nouveaux accords, des voix maliennes ont commencé à s'interroger. La dépendance à la formation, à la maintenance et à la fourniture de pièces détachées russes n'avait fait que remplacer celle qui existait auparavant avec la France. La souveraineté proclamée s'est-elle véritablement concrétisée? Ou bien s'est-elle simplement déplacée? Ce dilemme n'est pas nouveau. Revenons quelques décennies en arrière. Pendant la guerre froide, de nombreux pays africains, fraîchement indépendants, avaient tenté de jouer sur la rivalité entre les blocs pour obtenir une certaine marge de manœuvre. Le Ghana de Kwame Nkrumah, par exemple, avait sollicité à la fois l'aide soviétique et l'aide américaine, espérant bâtir une économie autonome et une armée nationale forte. Mais la réalité fut plus complexe. Le pays se retrouva tiraillé entre les intérêts contradictoires de ses partenaires et dut parfois sacrifier une part de sa souveraineté pour obtenir des crédits ou des équipements. Aujourd'hui, la géopolitique mondiale est encore plus fragmentée. Les alliances sont multiples, mouvantes, souvent dictées par des intérêts économiques plus que politiques. Dans ce contexte, la diversification des alliances peut sembler être une stratégie gagnante. Mais n'est-elle pas aussi, parfois, la promesse d'un nouvel asservissement? Car chaque nouveau partenaire apporte avec lui ses propres exigences, ses propres conditions, et parfois ses propres ambitions cachées. Pour illustrer ce point, prenons le cas de la République centrafricaine. Après avoir longtemps dépendu de la France pour son équipement militaire, le pays a fait appel à la Russie et à des sociétés privées comme Wagner pour rétablir la sécurité. Si cette diversification a permis, dans un premier temps, de rééquilibrer les rapports de force internes, elle a aussi introduit de nouvelles formes de dépendance. Contrôle accru sur les mines de diamants par des sociétés étrangères, formation militaire encadrée par des instructeurs russes et influence politique croissante de Moscou sur les décisions nationales. La souveraineté centrafricaine s'est-elle renforcée ou bien redessinée selon d'autres intérêts? Ce qui se joue, ce n'est pas seulement le choix d'un fournisseur, mais l'avenir même du Burkina Faso et plus largement de l'Afrique. Chaque nouveau contrat d'armement est une pièce du puzzle de la souveraineté qui se met en place ou se défait. Le risque? Troquer une tutelle directe contre une influence plus diffuse, sans jamais échapper au cercle de la dépendance. La diversification, alors, est-elle réellement un pas vers la liberté ou un piège qui se referme sous une autre forme? Jusqu'où l'Afrique peut-elle aller avant que le filet de la dépendance ne se resserre à nouveau? Examinons plus en détail cette dynamique régionale. Plusieurs nations africaines se retrouvent aujourd'hui confrontées au même dilemme stratégique. Le Niger, par exemple, a annoncé en 2023 la suspension de ses accords militaires avec la France. Cette rupture, présentée comme un acte souverain, s'est accompagnée d'une ouverture vers d'autres partenaires, notamment la Turquie et la Chine. Mais la réalité sur le terrain a vite montré que l'équipement acheté à l'étranger nécessitait un suivi, une expertise et des pièces qu'il était impossible de produire localement. Résultat, le Niger dépend désormais de techniciens turcs pour l'entretien de ses drones et de conseillers chinois pour la gestion de ses logiciels de surveillance. La question de la rupture avec la France se pose donc avec acuité. Est-ce une décision véritablement souveraine ou le dernier recours stratégique d'un État aux abois?
À Ouagadougou, la question ne se pose plus seulement dans les salons du pouvoir, mais jusque dans la rue, où la jeunesse revendique une nouvelle ère, libérée du passé colonial. Pourtant, derrière l'affichage politique, les contraintes restent redoutables. Depuis l'arrivée des nouvelles autorités, la volonté de rompre avec la tutelle française s'est matérialisée par des actes forts. Dénonciation de certains accords, expulsion de conseillers militaires étrangers et suspension de coopérations économiques. Mais ce geste, pour symbolique qu'il soit, ne règle pas la question de fond. Comment bâtir une défense autonome, moderne et adaptée aux menaces actuelles? C'est ici que le Sahel, vaste région de près de 12 nations et près de 400 millions d'habitants, entre en jeu. Ce territoire immense, qui s'étend sur presque 8 millions de kilomètres carrés, est à la fois un espace de richesse, or, uranium, pétrole, et de fragilité, insécurité chronique, instabilité politique, pauvreté persistante. Malgré les alternances de partenaires occidentaux, la menace sécuritaire n'a pas reculé. Au contraire, elle s'est enracinée, prenant parfois la forme de conflits communautaires, de rébellions armées ou d'attaques terroristes. Ni la France, ni les États-Unis n'ont permis aux États sahéliens d'accéder librement aux équipements militaires les plus modernes. Les considérations géopolitiques, souvent opaques, ont limité la capacité d'action des armées nationales. Les exemples abondent. En 2015, le Mali a tenté d'acquérir des drones de surveillance auprès d'une entreprise israélienne. L'opération a été bloquée sous la pression de partenaires occidentaux, invoquant le risque de détournement de la technologie. Quelques années plus tard, le Niger a souhaité acheter des hélicoptères russes. Là encore, les obstacles diplomatiques et logistiques se sont multipliés. Face à cet enfermement, diversifier les partenariats devient une nécessité. Mais chaque nouvelle alliance comporte ses propres risques. Fragilisation politique, perte de contrôle sur la définition de la sécurité nationale, dépendance accrue à des fournisseurs dont les intérêts ne coïncident pas toujours avec ceux du pays. Le cas du Soudan est parlant. En acceptant l'aide militaire de la Turquie et du Qatar, le pays s'est retrouvé au cœur de rivalités régionales importées, qui ont contribué à l'éclatement du conflit civil. La volonté de reprendre la maîtrise de son destin sécuritaire est réelle. Mais la route demeure semée d'obstacles. Peut-on réellement parler de choix souverain, lorsque le marché mondial de l'armement répond à des logiques commerciales et politiques dictées ailleurs? L'expérience du Nigeria apporte un éclairage intéressant. Dans les années 2000, le pays a tenté de développer sa propre industrie de défense, en partenariat avec le Brésil et l'Inde. Mais le manque de transfert de technologie et la difficulté d'accès aux composants essentiels ont limité l'autonomie recherchée. Dans ce contexte, le Burkina Faso examine aujourd'hui l'offre des Émirats arabes unis. Ce tournant pose une question fondamentale. Jusqu'où ira la redéfinition de la souveraineté africaine? Les Émirats, en effet, ne se contentent plus de vendre. Ils orchestrent désormais le passage d'armes venues de France, des États-Unis ou de Russie, les important puis les réexportant à travers un maillage sophistiqué. À chaque étape, la traçabilité s'efface. Les transactions s'enfouissent dans les jeux d'ombre de Dubaï ou d'Abu Dhabi, où se mêlent acteurs publics et privés. Ce brouillard profite à une multitude de nouveaux joueurs, la Russie, la Turquie, la Chine, l'Iran, mais aussi des réseaux émiratis privés, tous attirés par le balai discret des cargaisons. Pour des pays africains comme le Burkina Faso, multiplier les partenaires donne l'illusion de reprendre la main sur leur destin. Pourtant, derrière cette façade, la dépendance persiste. Logistique, maintenance, savoir-faire, tout reste verrouillé à l'étranger. Des ONG comme Amnesty International tirent la sonnette d'alarme. Des armes françaises, théoriquement sous embargo, réapparaissent sur les fronts africains, détournées par ces nouveaux circuits opaques. En 2019, une enquête a révélé que des blindés français, censés être réservés à l'armée émiratie, s'étaient retrouvés entre les mains de milices libyennes. La diversification stratégique pourrait ainsi transformer les pays africains en simples pions dans des rivalités qui les dépassent, rappelant le sort de la Syrie, de la Libye ou du Yémen, où les populations paient le prix fort de jeux d'influence lointains. En troquant sécurité contre ressources naturelles, l'Afrique risque de perdre ce qu'il lui reste de contrôle sur ses matières premières
et ses propres choix sécuritaires. Sa souveraineté affichée pourrait bien n'être qu'un mirage, masquant de nouvelles chaînes, moins visibles, mais tout aussi solides. En rêvant d'émancipation, certains risquent de tomber dans des filets encore plus serrés, tissés par des intérêts extérieurs. Mais alors, pourquoi le Burkina Faso prend-il ce risque? Derrière cette stratégie, une pression grandissante s'exerce, celle de garantir sa sécurité immédiate tout en protégeant ses ressources, dans un contexte de menaces multiples. Les attaques terroristes, les conflits communautaires et les ingérences étrangères fragilisent chaque jour un peu plus l'État burkinabé. Dans ce climat, la tentation de conclure des accords rapides avec de nouveaux partenaires devient forte. Et si les rivalités du Golfe s'invitaient demain en Afrique de l'Ouest? Ce n'est plus une simple hypothèse. En diversifiant ses partenaires sécuritaires, le Burkina Faso ouvre la porte à de nouvelles influences qui pourraient bouleverser l'équilibre régional. Première alerte. Importer des armes ou des services sécuritaires depuis les Émirats arabes unis, c'est aussi importer leurs tensions avec l'Arabie saoudite, le Qatar, voire l'Iran. Ces puissances n'hésitent plus à déplacer leurs conflits sur d'autres continents, comme le prouvent les exemples du Soudan et du Yémen, devenus champs de bataille par procuration. En 2015, la crise diplomatique entre Riyad et Doha s'est traduite par un soutien différencié à des groupes armés en Afrique de l'Est, alimentant l'instabilité régionale. Les Émirats, désormais, affichent sans détour leur ambition: devenir un acteur incontournable de la sécurité, tirant parti de leur expérience logistique, de leur contrôle sur les flux d'or et de leur mainmise sur la donnée numérique. Pour l'Afrique, et particulièrement pour le Burkina Faso, la dépendance à ces ressources crée une vulnérabilité structurelle. Par exemple, la gestion des bases de données sécuritaires, indispensable à la lutte contre le terrorisme, peut être externalisée à des sociétés émiraties, mettant en péril la confidentialité des informations nationales. L'or, au cœur de ces enjeux, illustre cette nouvelle dépendance. En 2024, les Émirats arabes unis ont importé près de 1400 tonnes d'or, dont plus de la moitié provenait d'Afrique. Cette asymétrie transforme les ressources africaines en levier de négociation, renforçant la position des puissances extérieures. En Afrique de l'Ouest, le cas du Ghana est emblématique. En acceptant de vendre son or à des prix préférentiels aux Émirats, le pays s'est privé de marge financière pour investir dans ses propres infrastructures. Un phénomène inquiétant se généralise. Les équipements militaires ne sont plus réglés en devises, mais directement en or. Ce troc moderne siphonne les richesses africaines, affaiblit les économies locales et prive les populations des retombées de leur propre sous-sol. Au Zimbabwe, par exemple, le paiement de contrats d'armement en diamants a contribué à l'effondrement du secteur minier national. On glisse alors dangereusement vers une marchandisation de la souveraineté. L'accès aux ports, aéroports, infrastructures numériques et même à des réseaux comme Starlink se négocie contre des concessions minières, voire des parts dans la logistique nationale. Les Émirats, en tête, prennent la main sur ces actifs stratégiques. En 2022, la gestion du port de Lomé a été attribuée à une société détenue majoritairement par des fonds émiratis, réduisant la capacité de l'État togolais à contrôler ses propres flux commerciaux. Le risque est considérable: perte de contrôle sur les ressources, importation d'instabilités extérieures, fragilisation du tissu économique et, à terme, affaiblissement de la capacité des États à décider de leur avenir. La souveraineté nationale s'effrite, troquée contre des promesses de sécurité immédiate. Pour le Burkina Faso et ses voisins, la question devient urgente. Comment préserver l'indépendance stratégique face à l'appétit grandissant des puissances étrangères? Le choix d'aujourd'hui conditionne la liberté de demain. Acheter sa sécurité ou la bâtir soi-même? Telle est la vraie question qui se pose aujourd'hui à l'Afrique. Derrière chaque contrat, chaque alliance, se joue l'essence même de la souveraineté. Les États africains se tiennent à la croisée des chemins entre une dépendance reconditionnée et une autonomie conquise. Avant toute négociation extérieure, il est impératif que l'Afrique élabore une stratégie sécuritaire commune, à l'échelle régionale. Sans vision partagée, chaque partenariat isole, fragmente les capacités et expose davantage au jeu de puissance étrangers.
Une Afrique divisée restera une Afrique vulnérable, morcelée par les intérêts concurrents. La deuxième priorité consiste à investir massivement dans une industrie locale de défense. Acheter du matériel dernier cri ailleurs ne suffit plus. Il faut forger sur place des compétences, former des soldats, ingénieurs et opérateurs capables de concevoir, entretenir et innover sur le continent. C'est le seul chemin vers une armée souveraine et indépendante de la technologie étrangère. L'Afrique du Sud, en développant l'entreprise Denel, a démontré qu'il était possible de produire localement des véhicules blindés et des drones adaptés aux réalités africaines. Maîtriser la logistique des ressources devient le troisième pilier. Ports, aéroports et centres de données. Contrôler ces points névralgiques, c'est protéger la richesse nationale et résister aux pressions extérieures. Tant que d'autres dessinent du sort de l'or, du pétrole ou de l'information, la sécurité n'est qu'un mirage. Le Kenya, en reprenant le contrôle du port de Mombasa, a montré que la souveraineté logistique était possible, à condition d'investir dans la formation et la transparence des procédures. Quatrième enjeu, sortir enfin du piège du troc ressources contre équipement. Continuer à échanger l'or ou le pétrole contre de la technologie enferme l'Afrique dans une spirale de dépendance. Créer une monnaie africaine ou un système financier propre permettrait de fixer la vraie valeur des richesses nationales et de les préserver. L'Union africaine a d'ailleurs lancé en 2023 des études pour la création d'une monnaie commune, le Afro, destinée à faciliter les échanges intra-africains et à réduire la dépendance au dollar ou à l'euro. La cinquième exigence, c'est la transparence dans chaque accord, sécuritaire ou économique. Les contrats dissimulés ou sans contrôle citoyen ouvrent la porte à la corruption, au pillage, à la perte de souveraineté. Une démocratie forte exige que la population sache, comprenne et valide les choix faits en son nom. Au Botswana, la publication annuelle des contrats miniers a permis de réduire les détournements et d'accroître les revenus de l'État. Enfin, il faut accepter une réalité trop souvent tue. La sécurité ne s'achète pas, elle s'édifie collectivement. Anticiper les menaces, investir dans l'éducation, coopérer entre voisins, instaurer la confiance. Voilà les fondations d'une paix durable. Sans cette dynamique, aucune armée ne suffira. Le Rwanda, en misant sur la résilience communautaire et la formation de ses forces de sécurité, a réussi à stabiliser une situation autrefois explosive. Ignorer ces chantiers, c'est condamner l'Afrique à perdre des années et des milliards dans de mauvais partenariats, à s'enfermer dans la dépendance, à brader ses propres ressources. L'autonomie sécuritaire et économique n'est pas un luxe, mais l'unique voie vers la stabilité et la prospérité à long terme. Mais le Burkina Faso, comme nombre de ses voisins, est déjà engagé dans la recherche de nouveaux partenaires. À quoi ressemblera l'équilibre du continent si cette stratégie se généralise ? Imaginons le scénario suivant. Dans 10 ans, la majorité des pays d'Afrique de l'Ouest auront confié la gestion de leurs ports, de leurs bases aériennes et de leurs réseaux numériques à des sociétés étrangères. Les décisions stratégiques seront alors prises à Dubaï, Shanghai ou Moscou, et non plus à Ouagadougou, Dakar ou Niamey. La souveraineté ne se partage pas, elle s'exerce ou elle s'efface. Face à la recomposition du monde, chaque décision prise par le Burkina Faso, comme par tant d'autres nations africaines, pèse d'un poids immense sur le futur du continent. Diversifier ses alliances, oui. Mais à chaque accord mal négocié, c'est l'avenir de millions d'Africains qui se retrouvent en jeu. Il ne s'agit plus simplement de choisir entre partenaires anciens et nouveaux. Il s'agit de rompre avec la logique toxique de la dépendance, sous toutes ses formes. Accepter une sécurité importée, en échange de ressources nationales, revient souvent à remplacer une tutelle par une autre, tout en perdant la main sur l'or, le sol et la capacité de décider librement. La souveraineté, ce n'est pas un mot creux. C'est une lutte quotidienne, faite de choix lucides, d'exigences et de courage collectif. Chaque contrat, chaque alliance, doit être pesé à l'aune d'un intérêt africain véritable et non dicté par l'urgence ou la promesse illusoire d'un partenaire salvateur. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement la sécurité du présent, mais la possibilité de tracer une voie indépendante.
Il s'agit de garantir que l'Afrique, et le Burkina Faso en particulier, ne soient plus jamais des terrains de chasse pour des puissances extérieures attirées par les ressources. L'histoire récente l'a prouvé. Céder une part de souveraineté pour une solution rapide, c'est ouvrir la porte à une nouvelle forme de dépendance. À l'inverse, défendre sa souveraineté, c'est accepter la difficulté de construire, ensemble, des réponses durables, en s'appuyant sur les savoirs locaux, l'innovation africaine et la force du collectif. Le Sénégal, en investissant dans l'éducation scientifique et la formation militaire, montre qu'il est possible de bâtir une autonomie sur le long terme. La vraie souveraineté commence là où finit la naïveté. Elle exige de chaque citoyen, de chaque dirigeant, une vigilance de chaque instant, pour que l'or d'aujourd'hui ne devienne pas la chaîne de demain. Alors, la question demeure. Sommes-nous prêts à relever ce défi? À prendre le risque d'exercer notre souveraineté pleine et entière, même si cela implique de refuser des solutions faciles ou des promesses séduisantes? Pour y parvenir, voici quelques étapes concrètes. Premièrement, établir une coopération régionale solide. Cela signifie mettre en commun les ressources, harmoniser les stratégies de défense et créer des centres de formation partagés. Imaginons une académie ouest-africaine de défense où chaque pays enverrait ses meilleurs éléments pour se former aux technologies les plus récentes, mais aussi aux réalités locales. Deuxièmement, investir dans la recherche et l'innovation. Soutenir les universités, financer les startups de défense, encourager les ingénieurs africains à concevoir des solutions adaptées aux besoins du continent. En 2025, une équipe nigériane a développé un système de surveillance par drone adapté aux conditions sahéliennes, preuve que l'innovation locale est possible. Troisièmement, garantir la transparence et la redevabilité dans chaque accord. Cela implique de rendre publics les contrats, de soumettre les décisions stratégiques à un débat citoyen et de renforcer les institutions de contrôle. L'exemple du Cap-Vert, qui soumet ses accords de pêche à un vote parlementaire, pourrait inspirer d'autres secteurs. Quatrièmement, promouvoir une diplomatie proactive. Il s'agit de multiplier les alliances équilibrées, fondées sur la réciprocité, et de refuser les partenariats déséquilibrés. L'Éthiopie, en négociant avec la Chine tout en préservant ses intérêts hydrauliques sur le Nil, montre que la fermeté diplomatique est possible. Cinquièmement, renforcer l'éducation civique et la culture de la souveraineté. Cela passe par l'enseignement de l'histoire africaine, la valorisation des langues locales et la promotion d'un esprit critique face aux discours venus de l'extérieur. Enfin, ne jamais perdre de vue l'objectif ultime: bâtir une Afrique forte, résiliente, capable de faire entendre sa voix sur la scène mondiale. Cela demande du temps, de la patience et surtout de la persévérance. En conclusion, changer de fournisseur d'armes n'est qu'un premier pas. La vraie émancipation passe par la capacité à penser, produire et défendre sa sécurité selon ses propres termes. Le Burkina Faso, comme l'ensemble du continent, a devant lui une opportunité historique, celle de réinventer sa souveraineté, non pas contre les autres, mais à partir de ses propres forces. Sommes-nous prêts à tracer ce chemin? L'avenir le dira. Mais une chose est certaine, l'histoire n'appartient qu'à ceux qui osent reprendre leur destin en main, sans jamais céder à la facilité ni